Merci de vous joindre à nous, dans le fond, au 4e webinaire horticole du MAPAC sur les légumes. Aujourd'hui, on va parler de patates douces. Je me présente, je suis Mélissa Gagnon, je suis agronome et conseillère en production maraîchère pour la direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAC. Je vais être aujourd'hui votre animatrice là, pour la durée du webinaire qui porte sur la patate douce. Avant de commencer, premièrement, dans un premier temps, là, je tiens à vous informer que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Ça va vous permettre, dans quelques jours, là, on vous enverra un lien pour que vous puissiez le revisionner si ça vous intéresse, si vous en avez manqué une partie, mais aussi s'il y a des gens qui ne pouvaient pas aujourd'hui même pouvoir assister à la présentation, bien, ce sera toujours possible de la revoir. Donc, pour une question de qualité de la présentation, je vous inviterai tout le monde à fermer votre micro et votre caméra durant la période de la présentation. Ça va vous permettre probablement d'avoir une meilleure qualité de présentation. À la toute fin, si vous avez des questions, vous allez pouvoir lever la main. En haut, dans votre écran, là, vous avez un petit logo de main que vous pourrez utiliser pour signifier que vous avez une question. Puis à ce moment-là, je vous donnerai la parole, puis vous pourrez réouvrir votre micro. Puis si ça vous intéresse aussi de rouvrir votre caméra là, pour qu'on puisse vous voir. D'ici là, je vous inviterai vraiment à fermer micro et caméra. Si vous avez des questions durant la présentation en tant que telle, je vous invite plutôt à utiliser la zone de clavardage pour pouvoir écrire vos questions. Et si je réussis à y répondre déjà durant la présentation, je vais le faire tout de suite dans la zone de clavardage, mais si c'est plutôt une question qui doit être adressée plutôt à Samira ou aux deux autres personnes là, qui étaient impliquées dans le projet, ben, à ce moment-là, je les garderai pour la fin là, pour que vous puissiez vraiment avoir les réponses à vos questions. Donc, deux périodes là, où est-ce que vous pouvez poser vos questions, soit dans la zone de clavardage durant la présentation de Samira ou à la toute fin là, en levant votre main et en signifiant que vous avez une question. Il y a déjà Madame Brown qui a levé sa main. Je voulais peut-être valider déjà tout de suite avant de commencer si vous aviez une question ou bien si c'était pour essayer la fonction de main levée là, en tant que telle. Non, c'est ma fille qui a touché mon écran. Il n'y a pas de problème. On continue alors. Donc, dans le fond, je vais bientôt laisser la parole à Mme Samira Jbouki, qui est la coordonnatrice du Centre Bio-Enviro-In du Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Vous présenter le projet qui a eu lieu dans la région de Lanaudière et entre autres, et aussi dans la région du centre du Québec au cours de la dernière année. Sur le développement des lignées génétiques de patates douces qui seraient adaptées davantage là, au climat québécois. Elle est accompagnée aussi, puis je leur ai demandé de garder leur caméra ouverte pour que vous puissiez tout de suite voir nos autres personnes impliquées dans le projet. Donc, il y a M. Ricky Roberge qui est le propriétaire de l'entreprise Nordanie, ainsi que M. Carlos Martin, qui est le responsable scientifique dans le projet, qui sont avec nous durant toute la période du webinaire pour que si vous avez des questions qui sont adressées davantage à eux, là, ils puissent vous y répondre. Donc, tout de suite, je laisserai la parole à Samira pour partager son écran et puis que vous puissiez pouvoir en apprendre davantage là, sur le projet qui a été fait dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région financé par le MAPAC. Donc, Samira, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Donc, ce webinaire, ce projet, il s'intitule Développement de lignées génétiques de patates douces adaptées au climat québécois. C'est un projet qui a été financé par le MAPAC dans le programme PADAR et
comme Mélissa l'a mentionné. Donc, l'entreprise requérante, c'est Nordani et la ferme Ouimet, et le responsable scientifique, c'est M. Carlos Martin. Et le partenaire scientifique pour ce projet-là, c'est le Centre de recherche bio-enviroïne, donc le Centre de recherche bioalimentaire et environnemental affilié au Cégep régional de la Landière à Joliette. Donc, le plan de présentation, d'abord, nous allons nous poser la question pourquoi on a choisi la patate douce, puis quelles sont les problématiques liées à l'importation des boutures de patates douces, l'historique des recherches réalisées par l'entreprise et les objectifs du projet qui a été réalisé à l'été 2020. Quelle était la méthodologie utilisée pour ce projet-là? Quels sont les résultats et discussions? Et enfin, conclusions et recommandations. Alors, pourquoi la patate douce? D'abord, parce que c'est un légume qui est de plus en plus populaire au Canada et au Québec. Et pourquoi il est populaire? C'est grâce à sa grande valeur nutritionnelle. C'est un légume qui est très riche en fibres, très riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine B6 et B9. Et les feuilles aussi sont comestibles. Elles sont plus riches en protéines, en bêta-carotène, en calcium, en fer et en vitamine C. Il est plus riche que les feuilles sont plus riches que les feuilles d'épinards. C'est pourquoi la FAO les a classées comme un des 10 principaux légumes antioxydants. Donc, il y a beaucoup de potentialité dans la consommation de ces feuilles comestibles. Cependant, la patate douce, elle est peu cultivée au Canada et la majorité de la production vient surtout de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse avec à peu près 830 hectares. Pourquoi toujours la patate douce? En 2019, le Canada a importé 68 500 tonnes de patates douces, soit fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, principalement en provenance des États-Unis. Et les producteurs aussi, les producteurs agricoles, importent les boutures en provenance des États-Unis. Alors, ils importent les boutures parce que par manque de matériel de multiplication et aussi par manque de conditions de multiplication idéales. Alors, quelles sont les problématiques liées à l'importation des boutures de patates douces, qu'on appelle les slips communément? Alors, d'abord, il y a la problématique du dépérissement des boutures durant le transport. Nous avons aussi les délais de contrôle aux frontières et cette année, on l'a vécu pendant cette pandémie. Les dates de livraison qui sont généralement peu adaptées à la saison des semences, des semis et des transplantations. Et la reprise ralentie des boutures à cause du gel printanier qui sévit au Québec et au Canada. L'entreprise historique de recherche réalisée par l'entreprise Nordani associée à la ferme Ouimet est le plus grand importateur de patates douces au Québec et peut-être aussi au Canada. Alors, les variétés importées, c'est la Covington, l'Orléans, la Vert, qui proviennent toutes des États-Unis. Alors, consciente de cette demande croissante des consommateurs et de l'intérêt des producteurs québécois à répondre à cette demande, l'entreprise vise le développement de lignées tolérantes au froid et à maturité rapide afin d'échapper au gel printanier et automnal. Alors, voici l'historique des recherches réalisées par l'entreprise. À l'été 2019, et c'était à Sainte-Monique, à Nicolet, 700 lignées de patates douces qui provenaient du Centre international de pommes de terre au Pérou ont été testées sans paillis de plastique ni irrigation. Donc, on voulait aussi réduire les coûts de production qui sont reliés à l'utilisation du paillis de plastique et à l'irrigation. Pendant l'hiver 2020, à Saint-Roch, 65 lignées qui ont été sélectionnées de ces 700 lignées testées. Alors, les 65 lignées ont été testées par rapport au rendement par plante, par rapport aussi à la forme et à l'apparence générale de la patate. Et ce, pour la production de boutures. Et pendant l'été 2020, 55 de ces lignées qui ont été sélectionnées, donc 55 lignées, ont été plantées à plusieurs sites,
nous avions, pendant l'été 2020, nous avons 5 sites. Donc, nous avons le site de Nicolet, le site de Saint-Roch-de-l'Achigan, la Valtrie, l'Ontario et au Nouveau-Brunswick. Alors, quels étaient les objectifs globaux et l'objectif spécifique du projet? Alors, l'objectif spécifique, c'est évaluer 55 lignées génétiques afin de cibler celles qui seraient le mieux adaptées aux conditions de culture québécoises. Alors, quels sont les objectifs globaux? C'est sûr qu'on veut développer des productions émergentes, on veut réduire le coût de production par la réduction de l'utilisation de paillis de plastique et de l'irrigation, répondre aussi à l'engouement des consommateurs pour des produits locaux et augmenter l'autonomie alimentaire, surtout dans les conditions que nous avons vécues, les conditions de pandémie que nous avons vécues. Alors, la méthodologie, les lignées proviennent du Centre international de pommes de terre du Pérou et la production de boutures a été réalisée pendant la période mars-mai 2020 dans une chambre de culture à Saint-Roch-de-l'Achigan. Alors, cette chambre de culture, c'était une chambre de stockage de pommes de terre qui a été adaptée. Donc, il y a eu l'isolation thermique. On a eu des températures entre 25 et 28 degrés. L'installation de lumière, donc des lumières sont installées, puis des tables et des bacs de culture remplis de mousse de tourbe ont été aussi installés pour les semis. Donc, vous voyez un peu à votre droite, donc la petite photo qui montre une partie de la chambre de culture. Alors, seuls les sites Princeton et la Valtrie ont reçu une irrigation en début de saison, mais aucun paillis de plastique n'a été utilisé. Mélissa, est-ce qu'il y a des questions parce que j'entends un fond? En fait, si tu veux prendre déjà ces deux questions-là, une première qui concerne le feuillage qu'on peut consommer, est-ce que c'est seulement les jeunes et ou les vieilles feuilles qu'on peut consommer? Puis dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on peut autant récolter sur un même plan, autant les feuilles que les patates, là, sans avoir un impact important sur le rendement, j'imagine, là? Alors, les feuilles qui sont consommées, c'est beaucoup plus les feuilles jeunes, effectivement. Et sur un plan, on va voir tout à l'heure que le plan, il développe une grande quantité de feuillage. Et donc, on peut aller chercher des feuilles sans nuire au rendement. C'est sûr qu'on ne va pas enlever toutes les feuilles parce que la plante doit photosynthétiser, mais vous allez voir que la plante développe vraiment une grande couverture. Elle couvre carrément le sol et donc on peut aller chercher des feuilles. Merci, je te laisse continuer. Alors, toujours en méthodologie, donc ce que nous avons fait, c'est des boutures par clones ont été plantées et nous avons comparé, bien sûr, avec les variétés commerciales pour voir un peu comment est-ce que ces lignées vont se comporter en comparaison avec les variétés commerciales que les producteurs utilisent. On a la Bayou Belle, on a la Covington, on a l'Orléans, on a la Radiance et on a Bellevue. Alors, les plantes ont été fertilisées en 2 temps. Donc, nous avons apporté 90 kg d'azote, 100 kg de phosphore, 300 kg de potassium, 50 kg de magnésium, 57 kg de calcium, 90 kg de soufre et 3,5 kg de bore. Alors, le désherbage, c'était un désherbage manuel et les récoltes ont été faites après 100 et 112 jours selon les sites, les sites où les parcelles expérimentales étaient installées. Alors, résultats et discussions. Donc, d'abord, la première des choses, ces 2 facteurs ont fortement affecté la production des lignées testées. Le premier facteur, c'est la qualité des boutures produites dans la chambre de culture. Alors, les boutures étaient un peu étiolées à cause du manque de lumière. Et les conditions climatiques aussi ayant suivi au mois de juin au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Donc, ils ont fortement réduit le taux de survie des plantules.
Donc, par exemple, si je prends ici les données météo du mois de juin, le mois de juin a été particulièrement sec. Donc, ici, c'est l'exemple de Nicolet et l'exemple de Joliette. Donc, vous voyez que la courbe de pluie, qui est la courbe orange, il n'y a presque pas eu de pluie pendant le mois de juin. Ici, c'est une photo des parcelles expérimentales à Saint-Roch. Donc, ça, c'est 43 jours après plantation. Et vous voyez qu'il y a eu quand même, le sol est sec, donc 43 jours après plantation. Mais la patate douce, quand même, a une potentialité de peut-être résister à la sécheresse. Donc, vous voyez que les lignées qui ont pu survivre, ben, ils ont pu quand même bien se développer. Donc ça, c'est 58 jours après plantation. Et ici, vous voyez que, toujours à Saint-Roch, vous avez 79 jours après plantation. Vous voyez que la patate douce a presque couvert toute la parcelle expérimentale. Ici, c'est en Ontario. Donc, en Ontario, on a fait une irrigation, on a irrigué en début de cycle. Et c'est pourquoi vous voyez quand même que le sol est bien, il est bien arrosé. Puis les plantes, quand même, le taux de survie, on va le voir par la suite, il est meilleur que dans les autres sites. Toujours ici, le site de l'Ontario. Alors, pour voir un peu les différents paramètres, je vais juste enlever. Alors, les paramètres de rendement des meilleures lignées, on va commencer par le site Saint-Roch-de-l'Achigan. Alors, à chaque fois, Samira, on n'a plus ta présentation en partage actuellement. Vous l'avez plus? Non, elle est disparue. OK. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est le moment où Ricky et Carlos faisaient une chanson, je pense. OK. Samira, c'est Yves Auger, collègue à Missa. Je pense que tu as juste arrêté le partage d'écran. Fait que tu peux aller dans Teams, repartir le partage. C'est ça, c'est ce que je préfère. Oh, je vais voir. Qu'est-ce que ça donne? Allez. Okay. Là, est-ce que vous le voyez? Oui. Good. On te laisse continuer. Donc, ici, les paramètres de rendement des meilleures lignées. Dans les paramètres de rendement, nous avions le pourcentage de plants récoltés. Nous avions le nombre de patates par plant. Nous avions le poids par plant en kilogrammes. Et nous avons aussi le pourcentage des patates ayant des diamètres supérieurs à 2,15 et 2,5 pouces. Alors, si on voit le pourcentage, le premier graphique en haut à gauche, si on voit un peu le pourcentage des plants récoltés, donc on voit que ici, les quatre graphiques ici, tout à fait à droite, ce sont les variétés commerciales. Et si on voit la comparaison entre le pourcentage de plants récoltés de ces variétés commerciales versus le pourcentage de plants récoltés des lignées, donc on voit quand même que le pourcentage des plants récoltés des variétés commerciales, il est plus élevé que celui des lignées, donc suggérant ainsi qu'il y a plus de survie des variétés commerciales versus les lignées testées. Mais si on regarde le nombre de patates, là c'est ma souris qui ne fonctionne pas, mais je vais essayer de vous guider. Donc le nombre de patates par plant, c'est le graphique bleu. Si on regarde le nombre de patates blancs par plant, vous voyez que les variétés commerciales ont un nombre de patates qui est inférieur
par rapport aux autres lignées, donc aux autres lignées testées. Si on voit le poids des patates par plant, donc le poids total par plant en kilogrammes, là aussi, on voit que les lignées qui ont été testées développent quand même un poids. Regardez ici, les variétés commerciales versus les lignées qui ont été testées. Donc, elles développent à Saint-Roch-de-l'Achigan, elles ont développé quand même un poids qui est plus élevé que les variétés commerciales. Alors, le dernier graphique qui est en bas à droite, c'est le pourcentage des patates ayant des diamètres supérieurs à 2,15 et 2,5 pouces. Et donc, c'est des grosses patates pour la commercialisation. On voit bien que là aussi, les lignées qui ont été testées développent des patates ayant des diamètres supérieurs à 2,15 et 2,5. Et si ce n'est pas comparable, c'est supérieur aux variétés commerciales. Alors, ce tableau-là, il résume les meilleures lignées du site à Saint-Roch-de-l'Achigan. Donc, on a les codes, on a les lignées, puis on a les observations générales. Les observations, c'est en termes de la couleur de la chair et aussi de la forme de la patate. Donc, on voit bien que on a quand même des patates. Elles peuvent être rondes, comme elles peuvent être ovales, comme elles peuvent être allongées, comme elles peuvent avoir une forme de poire. Et donc, on a à peu près toutes les formes de patates douces pour ces lignées-là. Si on va maintenant au site Lavaltrie, toujours été 2020, toujours les mêmes graphiques. Donc, nous avons le pourcentage de plants récoltés. Et là aussi, vous voyez que le pourcentage des plants récoltés des variétés commerciales était plus grand que celui des lignées testées. Alors que le nombre de patates par plant, si on voit un peu le nombre de patates par plant, regardez ici, on a un nombre de patates par plant qui est à peu près similaire au nombre de patates par plant des variétés commerciales. Si on voit le poids de patates douces par plant, ici en kilos, donc on voit bien qu'il y a des lignées qui sortent du lot et donc qui produisent des patates, enfin un poids supérieur à celui des variétés commerciales ici à droite. Le pourcentage des patates ayant des diamètres supérieurs à 2,15 et 2,5 pouces, là aussi, on voit que ce pourcentage, les variétés, les lignées qui ont été testées montrent et produisent des patates ayant des diamètres supérieurs à 2,15 et 2,5, supérieurs aux variétés qui ont été, enfin aux variétés commerciales. Si on voit les meilleures lignées du site Lavaltrie, là aussi, c'est en termes de les différentes lignées avec leur description générale, donc la couleur de la chair et la forme. Et ici, vous avez quelques photos des lignées qui ont bien performé. Si on va maintenant au site Nicolet, voici les paramètres de rendement. Donc, le pourcentage de plants récoltés, on a toujours la même chose. Donc, ce sont les variétés commerciales qui ont un pourcentage de plants récoltés un peu plus élevé. Puis, nous avons ici le nombre de patates par plant. Si on voit le nombre de patates par plant, il y a des lignées qui ont mieux performé que les lignées commerciales. Et si on voit le poids par plant, là aussi, on a des lignées qui ont mieux performé que les commerciales. Et le pourcentage des patates ayant des diamètres supérieurs à 2,15 et 2,5 pouces, là aussi, on a des lignées quand même comparables. Et de point de vue
diamètre supérieur à 2,5 pouces, nous avons quand même des lignées qui ont démontré quand même qui ont montré un diamètre supérieur à 2,5 et donc un pourcentage supérieur à celui des variétés commerciales. Donc, vous voyez très bien que là aussi, on a les variétés, les lignées testées performent mieux que les variétés commerciales. Là aussi, nous avons un tableau qui montre les photos de la patate et avec leur observation générale, donc la couleur de la chair et la forme. Donc ça, c'est comme un tableau récapitulatif. Alors, les différents sites qu'on a vus, c'était des sites au Québec. Et maintenant, on a des paramètres de rendement au site de Princeton en Ontario. Alors, quand je vous ai dit le site de Princeton en Ontario, c'était le seul site où on avait irrigué. Et ça se voit finalement sur le pourcentage de plantes récoltés. Donc, on voit bien que le pourcentage, il y a quand même un pourcentage de plants récoltés qui est pas mal élevé par rapport aux autres sites. Et si on voit le nombre de patates par plant, donc là aussi, on a des variétés, des lignées qui performent mieux que les variétés commerciales. Ici, on a juste 2 variétés commerciales qui ont été plantées. Pour le poids par plante, là, on remarque que presque toutes les lignées ont bien performé de point de vue poids par plante et ça se répercute aussi sur le pourcentage des plantes ayant des diamètres supérieurs à 2,5 et 2,15 et 2,5. Donc, vous voyez que presque toutes les variétés qui ont été sélectionnées, les lignées qui ont été sélectionnées, développent produisent des patates quand même d'un diamètre supérieur à 2,15 et 2,5 comparé aux variétés Covington et aux variétés Orléans. Là aussi, on a les meilleures lignées du site Princeton, donc en Ontario. Ça, c'est des photos de lignées pour que vous ayez une idée sur l'apparence et la forme des différentes lignées qui ont été testées en Ontario. Alors, au Nouveau-Brunswick, les paramètres de rendement, donc au Nouveau-Brunswick, le pourcentage des plantes récoltées, on voit qu'il y a quand même des lignées qui ont performé de point de vue survie, aussi bien que les variétés commerciales. Donc, les variétés commerciales ici, c'est les 4 variétés à droite. Puis, en termes de nombre de patates, ça aussi, vous voyez qu'il y a des variétés, il y a des lignées qui ont performé. Si ce n'est pas égal, c'est un peu plus que les variétés commerciales. Si on prend le poids quand même des plantes de patates au Nouveau-Brunswick, qui n'a pas été très élevé. Et ça se voit aussi avec le pourcentage des patates ayant un diamètre supérieur à 2 pouces. Donc, vous voyez qu'on avait comme presque toutes les patates avaient un diamètre inférieur à 2 pouces. Au niveau des lignées et aussi au niveau des variétés commerciales. Alors, voici un exemple de lignée non sélectionnée à cause de leur apparence. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas sélectionner de pareilles patates parce que de toutes les façons, leur valeur commerciale ne serait pas très grande. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vouloir acheter des patates de cette forme-là. Alors, en conclusion, d'abord, la première des choses, c'est que les conditions climatiques de l'été 2020 étaient défavorables à la survie des transplants et à leur développement, et ce, dans les différents sites. Donc, parce que les boutures n'ont pas de racines, et donc ce qu'on plante, c'est comme une tige. Et une irrigation durant les 30 premiers jours suivant la transplantation, elle est vraiment primordiale pour assurer la survie de ces boutures. Mais malgré ces conditions, plusieurs lignées se sont développées mieux que les variétés commerciales en termes de rendement, en termes de forme et en termes aussi d'apparence générale. Et donc ça, c'est une conclusion pas mal intéressante.
Les conditions climatiques de l'été 2020 peuvent aussi s'avérer intéressantes pour tester la tolérance au stress hydrique de ces lignées qui ont bien performé. Et donc, on voit bien que malgré ces conditions-là, nous avions des lignées qui ont bien performé de point de vue rendement et de point de vue apparence. Et il est attendu que ces lignées performeront mieux en termes de rendement, en termes de pourcentage de patates douces supérieur à 2,5 pouces de diamètre, si les conditions climatiques sont propices et aussi si les boutures sont de bonne qualité. Donc, à la suite de ces résultats, 24 clones ont été sélectionnés pour les essais futurs. Le programme de sélection, lui, il prévoit que les clones qui seraient choisis en 2021, parce qu'on est en train on va commencer les essais pour 2021. Donc, les clones qui seraient choisis seraient plantés à une échelle commerciale et des échantillons seraient envoyés aux entreprises et aux supermarchés pour évaluation et acceptation. Quelques tests en 2021 seront avec paillis en plastique et irrigation, et ce, dans l'objectif d'extérioriser le potentiel de ces clones. Donc, on voudrait voir combien potentiellement ces clones et comment potentiellement ces clones allaient se comporter dans des conditions vraiment idéales. Et le tableau suivant, il montre la liste des clones sélectionnés pour les tests. Donc, pour les différents tests, nous avons sélectionné des clones qui ont performé dans 4 sites, qui ont performé dans 3 sites, qui ont performé dans 2 sites. Donc, vous voyez ici, si on prend la première, par exemple, la première lignée, elle a performé dans 4 sites. La deuxième aussi, la troisième dans 3 sites, la troisième, quatrième, cinquième. Donc, on s'est basé sur le rendement et sur, bien sûr, l'apparence. Et d'autres clones se sont ajoutés à ces clones-là. Les 4 clones que vous voyez en bas donc, ont été sélectionnés à cause de leur forme et de leur apparence, même s'ils n'ont pas performé en termes de rendement. Donc, on voudrait leur donner une deuxième chance de sélection pour voir comment elles vont se comporter de point de vue rendement et pas seulement forme et apparence, parce que leur forme et apparence étaient pas mal intéressantes. Donc, nous remercions le MAPAC pour le soutien financier. Nous remercions aussi Mme Mélissa Gagnon pour son suivi et ses commentaires très pertinents. Et nous comptons aussi remercier les entreprises et organismes ayant accepté de participer à ce projet, donc en particulier la ferme Terrien à Nicolet, la ferme Culture Georges Forêt à la Valtrie, la ferme Strive Produce en Ontario et le centre de recherche du collège communautaire au Nouveau-Brunswick, donc c'est NB Innov. Et nous remercions surtout le Centre international de pommes de terre pour les semences de patates douces que nous avons reçues à date. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, allez-y. Merci beaucoup, Samira, pour ta présentation. Oui, effectivement, il y a déjà pas mal de questions qui se sont posées dans le clavardage. Puis, je crois que ça va être mieux que ce soit toi, Ricky et Carlos qui y répondiez. Donc, je t'inviterais à fermer peut-être ou à peut-être tenir pas trop loin la présentation s'il faut se référer, là, mais pour qu'on puisse voir Carlos et Ricky si ils sont amenés à répondre aux questions. Pour les participants, dans le fond, je vous invite à lever la main si vous avez d'autres questions. Là, je vais commencer par celle qu'on a eue dans la zone de clavardage, mais si ça vous fait penser à d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main et puis je vous adresserai, je vous laisserai à ce moment-là la parole. Là, vous pourrez réactiver votre micro.
Avant qu'on commence aussi avec les questions, je viens de vous mettre dans la zone de clavardage notre sondage de satisfaction. On aimerait ça que vous preniez quelques instants. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais ça va nous permettre de bien avoir le pouls là, de vos opinions sur la présentation actuelle, mais aussi si vous avez des sujets là, que vous souhaiteriez qu'on traite en webinaire, ben, c'est la bonne place pour nous faire vos commentaires. Donc, Samira, je vais commencer. Bon, les premières questions, là, je te les avais posées tout à l'heure. Une première question qu'on a eue, c'était considérant les critères là, de sélection de chacune des lignées, est-ce que le taux de sucre, exemple le taux de Brix, avait été évalué? Puis si oui, c'est quoi les lignées qui se sont avérées là, avec des taux de sucre les plus élevés? Je vais peut-être commencer la réponse et donner aussi la parole à Carlos et à Ricky. Oui, avant que tu y ailles, Samira, on nous chuchote à l'oreille que tu peux arrêter ton partage d'écran. Okay. Ça va nous éviter de se voir en double. C'est beau? Oui, allons-y. OK. Donc, le taux de sucre, à ma connaissance, on l'a pas encore testé, si je me trompe. Est-ce que, Carlos, on a l'idée justement d'aller tester ces différentes variétés de point de vue valeur nutritionnelle aussi? Parce il faudrait quand même donner aux clients un certain nombre de critères aussi de sélection. Mais Carlos ou Ricky, est-ce que... Oui, c'est dans notre objectif de les tester. Est-ce que ça va être cet automne ou l'automne prochain pour vraiment voir après quelques années? Parce que les tests qu'on fait là, oui, on a quand même 2 années. Donc, ça va peut-être être après la 4e année qu'on va vraiment vérifier les taux de sucre et tout. À moins qu'on aurait certaines variétés qui se démarquent vraiment depuis 3 ans qu'on pourrait faire à la fin de l'automne 2021. Parfait, merci beaucoup. On va continuer avec une question de Mme Janine Roy. Est-ce que, dans le fond, une bouture qui est plus étiolée, on peut faire comme ce qu'on peut faire avec la tomate, là, dans le sens qu'on peut juste la planter plus profondément, puis que ça va permettre d'obtenir un plant là, qui va nous fournir les patates qu'on souhaite récolter? Samira, je vais te laisser répondre. Je vais donner un début de réponse et peut-être Carlos va pouvoir continuer. C'est sûr que une tige, parce que c'est une tige étiolée, c'est-à-dire qu'on a moins de sucre et donc on a moins de réserve au niveau de slip. Donc, maintenant, est-ce que si on la plante un peu plus en profondeur, est-ce qu'on aurait un développement plus important? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est vraiment en termes de sucre qui se sont accumulés au moment de la production de bouture. Est-ce qu'à ce moment-là, vous laissiez, s'il était un peu plus étiolé, vous laissiez un bout plus long sorti ou bien vous essayez dans le projet de les planter plus profondément? Carlos, est-ce que tu peux répondre aussi? Pour ceux qui ne savent pas, Carlos, il ne parle pas beaucoup français, ça fait qu'il n'a pas vraiment compris la question. Je vais prendre juste 5 secondes pour y expliquer. Parfait. En attendant, je vais peut-être poser une autre question. Peut-être, Samira, tu pourrais bien répondre à cette question-là en attendant, puis on reviendra à l'autre après ça. Dans le fond, une question de Mme Karine Desmarais, c'était est-ce que le pourcentage de plants récoltés représente le pourcentage de plants qui a survécu à l'implantation ou il y a d'autres facteurs là, qui viennent influencer ce pourcentage-là? C'est beaucoup plus le pourcentage de survie qui a influencé parce qu'on l'a vu,
le site où il y a plus d'irrigation, ben, on a vu quand même que le pourcentage de survie des plantes, des lignées était plus grand, était plus élevé. Donc, c'est beaucoup plus le pourcentage de survie. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a la réponse sur la longueur de bouture? D'après Carlos, il ne croit pas, non. C'est ça. Ouais. OK. Donc, c'était toujours la même profondeur de plantation. Oui, là, c'est la même profondeur. OK, parfait. Une question de Isabelle Couture. Est-ce que le fait que les lignées qui ont été testées là, ont eu des rendements parfois supérieurs là, aux variétés commerciales, ça l'a compensé pour la forte mortalité des plants? Là, au final, qu'est-ce qui ressortait de plus intéressant dans tout ça? Ben, les rendements, par exemple, le poids, on a eu le plan par plan. Et donc, ce n'est pas en termes de production par unité de surface. Et donc, le plan lui-même, il s'est bien développé. Le plan, lorsqu'il a survécu, ben, il a produit plus de patates et les patates étaient plus pesantes. Et le pourcentage le pourcentage des patates ayant des diamètres convenables, c'est-à-dire bon, convenables, supérieurs à 2,15 et 2,5 pouces, était plus grand. Donc, c'est vraiment en termes, ce n'est pas en termes de superficie, on a été plan par plan. Parfait. Merci beaucoup. En fait, je vais faire peut-être tout de suite les deux questions de Yannick Bérard et puis de François Biron, puisqu'ils concernent un peu la régie de production. La première question, concerne le type de sol dans lequel les patates ont été cultivées, puis également sur l'espacement entre les plants sur le rang. Alors, le type de sol, c'est des sols sableux, donc presque la plupart des parcelles des parcelles expérimentales étaient dans des champs de patates. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un sol pas mal sablonneux. Et la deuxième question, c'était l'espacement entre les plants sur le rang. entre les plants sur le rang. 45 cm. 45 cm entre chaque plan. Bon, le même en centimètres plutôt qu'en pouces, c'est merveilleux. Fait qu'on est à 18 pouces. C'est ça. C'est bon, excellent. Une question de Christine Villeneuve. Est-ce que dans les essais à venir, là, tu parlais tout à l'heure, Samira, d'essayer Oui. avec des paillis, est-ce que c'est prévu d'essayer aussi des paillis biodégradables? Oui, en plein ça, parce que vraiment, on a déjà fait des tests avec des paillis biodégradables, et donc on veut quand même avoir cette pratique-là. Parfait. Mais c'est pas toutes les lignées qui vont être sous paillis, donc quelques lignées vont être sous paillis. Qu'est-ce qui va déterminer si une lignée serait sous paillis ou non? Bonne question. On l'a pas encore déterminé parce qu'on est encore à la production de boutures et ça va être beaucoup plus pour l'été. Okay. C'est sûr que, comme ça a été mentionné, on veut voir quand même on veut extérioriser le potentiel des lignées qui ont été sélectionnées. Et donc, extérioriser le potentiel, c'est-à-dire leur donner les conditions idéales pour se développer. C'est sûr que nous ne recommandons pas cette pratique parce que, d'abord, l'utilisation du paillis plastique, donc on veut réduire l'utilisation du paillis plastique, et deuxièmement, réduire aussi les coûts de production parce que les coûts de production quand même de la patate douce avec le paillis est pas mal élevé. OK. Juste une précision par rapport à la distance, là. Dans le fond, c'était des rangs simples qui étaient dans l'essai, pas des rangs doubles. C'est une. Oui. OK. Rang simple, oui. Rang simple, dans le fond, puis entre les rangs, est-ce que c'était au 30 pouces?
Dans le fond, quand tu dis en quinconce, c'est un rang par rapport à l'autre? Oui. OK. Mais c'était des rangs simples qui étaient distancés de combien d'espace entre les rangs? Carlos, est-ce que tu te rappelles un peu de... Il faut dire que je ne l'ai pas mis dans le... Donc, on avait... À mon souvenir, c'était 90 mm. centimètres. 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 Oui. C'est bon. OK. Ça, c'est bon. Dans le fond, une question au niveau des fournisseurs de Mme Audrey Larochelle. Les variétés commerciales, vous vous êtes approvisionné de quel fournisseur? John's Farm en Caroline du Nord. Pour toutes les variétés qui ont été testées, qui étaient commerciales. OK. Exact, oui. Excellent. Je vais poser tout de suite la question de Mme Janine Roy et demander est-ce qu'un taillage du feuillage pourrait être souhaitable dans le cas de la patate douce? Enlever complètement les feuilles, non. Pas complètement, mais en fait de couper les têtes, exemple, et tout ça. On peut, oui. Il faut juste garder un équilibre entre le feuillage parce que c'est les feuilles qui photosynthétisent et donc c'est elles qui produisent c'est elles qui permettent aux patates de produire les sucres. Il faut toujours garder un équilibre entre la partie aérienne et la partie racinaire. Parfait. Merci beaucoup. J'avais passé une question de Mme Karine Desmarais. C'est au niveau de la plantation des boutures au champ pour l'essai. Elle demande combien de feuilles avait chacune des boutures, puis est-ce que les boutures avaient des racines, puis est-ce qu'elles étaient couvertes pour éviter l'évaporation par les feuilles? Alors, combien de feuilles c'est des boutures non enracinées, ça c'est la première des choses. Donc, les slips n'ont pas de racines, d'où justement le fait qu'il faut les couvrir pour garder l'humidité, etc. Parce que les feuilles, quand même, elles vont continuer à transpirer. Et combien de... Ça dépend. On a comme... 4 à 5 feuilles, combien? C'était entre 2 et 4 feuilles par 2 slip. et 4 feuilles, c'est ça. Par slip. Parfait. Merci beaucoup. Parce qu'on ne veut pas avoir une grande surface foliaire, parce que sinon, la plante va trop perdre de l'eau. Enfin, la date d'implantation dans les essais, ça s'est situé entre quelle date et quelle date cette année, en 2020 en fait? C'était en début juin. 12 de juin. 12 de juin pour autour de cette date-là, Oui. parce qu'il y a quand même eu 5 sites à implanter, Oui. donc Exact, ouais. autour du 12 juin que les plantations ont été faites. Mais on a essayé quand même d'avoir la même tranche de date pour les 5 sites. C'est parfait. Une question de Christian Saint-Pierre pour les essais prévus la saison prochaine, donc en 2021. Est-ce que ce sera vos propres boutures ou ce sera des boutures qui proviendront du Pérou ou d'ailleurs? Puis si oui, quand seront-ils débutés en fait? J'en connais un bout de la réponse, mais je vous laisse répondre. Alors, pour le scoop, donc, nous aurons des essais qui vont être commencés, les essais de production de boutures qui vont être dans les serres du cégep, donc du cégep régional hollandière à Joliette. Et nous allons produire les boutures et nous allons utiliser après la chambre de culture chez Ricky pour le développement de ces boutures-là, pour qu'elles puissent être prêtes pour le semis au mois de juin 2021. Est-ce que, Carlos, est-ce que tu peux rajouter quelque chose, ou Ricky? Je crois qu'on a fait le... Je crois que tu as fait le tour.
C'est sûr que pour notre chambre qu'on a ici à Saint-Roch l'année passée, on a eu un petit manque. Je ne sais pas si que les gens ont remarqué que la bouture à la page 9 de tout à l'heure, qu'elle était très slim, si je peux utiliser le mot. C'est en cause on croit que c'est un manque de lumière naturelle, donc on s'est acheté d'autres lumières pour faire un test et aussi on a loué un espace serre ailleurs que le cégep ou de chez nous pour vraiment avoir la lumière naturelle pour voir si ça va faire vraiment une différence sur la slip qu'on produit nous-mêmes. Donc, on va essayer de donner les meilleures conditions pour les meilleures productions de slip. Parfait. Comme ça, on aurait au moins, on espère que les conditions climatiques seraient plus propices, pas comme l'été 2020, mais au moins on part avec des boutures qui ont de l'allure. Oui, parfait. Vous avez déjà des gens intéressés à faire des projets avec vous? Il y a M. Éric Da Silva qui a demandé si c'était possible de se procurer quelques clones pour les essayer dans leur parcelle en agriculture écologique en Estrie pour la saison prochaine. Peut-être qu'on pourra partager vos contacts ou je ne sais pas si vous avez déjà quelque chose à répondre à ce sujet-là, mais on pourra vous mettre en communication. Oui, ce serait parfait de se mettre en communication. Ouais. Parfait. J'essaie de valider. OK. Dans le fond, est-ce que Ricky, tu pourras écrire le nom du fournisseur des variétés commerciales directement dans la zone de clavardage? Là, je pense que ça va aider pour ce qui est là, c'est écrit Jones Farm, écrit de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est de la bonne. Je n'ai pas été voir, mais je vais transférer le nom et le numéro de téléphone. Oui, exact. Ouais. OK, parfait. Il y avait une question de Benoît Crépeau. Dans le fond, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, là, mais dans le fond, il demandait couvrir avec quoi. Donc, je ne sais pas si au moment où il a posé la question, je n'étais peut-être pas attentive à ce que tu étais en train de dire. Donc, si Benoît, tu peux préciser ta question, ça pourra nous aider. Couvrir avec quoi à la plantation? Je te laisse répondre, Samira. Melissa? Oui. Can you hear me? Yeah. Probablement, je dois faire une petite explication. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions. Mais la chose, c'est que pour début, la patate douce est une culture tropicale ou semi-tropicale. Okay? Ce n'est pas adapté à la condition du Canada ou le nord des États-Unis ou pays qui c'est très, très froid. Donc, le Centre international de la pomme de terre, c'est l'organisme responsable pour la manutention de toute la ligne génétique des pommes de terre en patate douce dans tout le monde. Okay? Donc, par exemple, dans les pommes de terre, probablement nous avons 12 000 lignes génétiques différentes dans tout le monde. Pour la patate douce, il y a probablement 1500 lignes qui viennent de l'Afrique, de l'Asie, de Chine, de Brésil, etc. Donc, la grande différence dans les matériels que nous avons commencé à tester ici à Québec, c'est que j'ai demandé à l'ESIP, j'ai travaillé beaucoup d'années dans l'ESIP, que m'envoyait ligne génétique que le matériel parental c'est avant sélectionné pour une température basse, okay, en un cycle de développement très court. Parce qu'ici, à Canada, l'été, c'est très court. Ce n'est pas plus de 5 jours. Okay? Donc, le matériel que nous avons testé, c'est un matériel qui s'est présélectionné. Ce n'est pas un matériel, comment on se dit, natif, sylvestre. Okay?
Quand vous faites la question de la quantité de sucre, c'est matériel qui s'est présélectionné. Donc, toute la variété commerciale qui s'est plantée ici au Canada, spécialement en Ontario, ces matériel, c'est variété commerciale qui vient du sud des États-Unis, de Carolina du Nord, Louisiana, Alabama, Georgia, Texas. Donc, c'est un matériel qui s'est adapté à conditions pré-tropicales. OK? Donc, le matériel que nous avons testé ici, ce n'est pas une relation génétique avec le matériel des États-Unis. Par exemple, la variété que l'Ontario a développée, une variété qui s'appelle Radiance, c'est un matériel qui s'est sélectionné des matériels des États-Unis. Notre matériel, ce n'est pas une relation génétique avec le matériel des États-Unis. C'est très différent. Donc, ça, parce que je pense que normalement, pour développer une variété nouvelle de patates douces, dès le moment que vous faites le croisement, entre des lignes parentales, c'est plus ou moins 7 ou 8 ou 9 années. Ici, avec la présélection que j'ai demandé de la matériel parental, je pense que après 4 ans, nous sommes un matériel qui c'est très proche comme une ligne commerciale. Adapté à Québec, que la récolte c'est plus ou moins à 5 jours, qui n'est pas demandé beaucoup de température, etc. Mais nous sommes dans la phase de recherche qui demande beaucoup de choses très spéciales. Il y a quelqu'un qui il a pris la question de la distance entre la plante. Oui, ici, nous utilisons une distance plus grande pour la maintenance de la identification de chaque ligne génétique, parce que chaque plante c'est différent. Maintenant, nous avons 24 lignes génétiques sélectionnées. Notre problème ici à Québec, parce que l'hiver c'est très long, il y a beaucoup de neige, c'est très froid, c'est la production de les matériels pour la plantation pour les prochaines années. Ce n'est pas facile. À le sud des États-Unis, c'est très facile parce qu'il n'y a pas d'hiver. Donc ici, nous devons développer toute la condition plus ou moins semi-tropicale. Donc, ce n'est pas facile, par exemple, à janvier ou février, au mars, de maintenir une température de 27 centigrades dans les serres pour la production de voitures. Ce n'est pas, mais je pense que nous avons avancé très bon. Je suis très optimistique. Il y a des beaux défis encore, puis de l'exploration à continuer là-dedans. Oui. En fait, on était rendu à la question de Samira pour à la plantation, là, avec quoi on couvrait les boutures. Et puis, dans le fond, après ça, je pourrais poser quelques questions. Là. Il y a peut-être 2 mains de lever aussi, des gens qui veulent poser des questions. On couvre les boutures par des bâches, des paillis de plastique pour justement garder l'humidité au niveau du sol et garder l'humidité autour de l'humidité et une température assez élevée autour de la tige et des prochaines racines. Donc, c'est pour augmenter aussi la vitesse d'enracinement. Donc, c'est des paillis en plastique. Paillis en plastique. On a des paillis en plastique qui sont biodégradables et que les producteurs utilisent aussi de plus en plus. Oui.
Isabelle Desroches se demandait, est-ce que les variétés qui sont horticoles, dans le fond, pour l'ornemental, c'est possible aussi de consommer les patates et puis le feuillage? Bonne Je ne, question. je ne veux pas répondre une réponse qui serait comme, mais je ne l'ai jamais essayé, je te dis. En fait, Mais- ce que j'avais compris d'un échange avec des collègues qui travaillent peut-être plus en ornemental, ces variétés-là ont vraiment été sélectionnées pour la qualité de leur feuillage visuel. Et Visuel, les patates c'est qui ça. sont produites ne sont pas si grosses et puis C'est si ça. intéressantes à consommer, là. Puis Non. au niveau du feuillage, par contre, je crois que c'est peut-être possible quand même de le faire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments de réponse. Il y a Isabelle Couture qui a mentionné, c'était pas une question, mais un commentaire, là, mais que les recherches que vous faites jusqu'à maintenant, c'est très important là, pour réussir à identifier des patates douces bien adaptées à nos conditions de production, là, justement, à le fait qu'on a des climats plus froids. Il y avait un monsieur, Édouard Nirouche. Je ne sais pas si vous voulez poser une question. Votre main est déjà levée depuis un bon bout de temps. Oui, allô? Oui, Oui, allô? bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, oui, c'était juste un commentaire parce que moi, je viens d'Afrique, puis là, on cultive des patates douces, et puis dans ma ferme aussi, je les ai déjà essayées. C'était pour répondre à la question des boutures estiolées. Et quand c'est trop mince, c'est ce comme la madame l'a dit, si ça ne garde pas l'humidité, s'il fait très sec, ils vont sécher tout de suite. Donc, c'est la réponse que j'ai à ça. Que même si vous les plantez en profondeur, vous savez, ces boutures, ils vont faire des ramifications sur les bouts. Alors, vous allez avoir le morceau dans la terre, mais il n'y a pas quelque part pour faire des ramifications pour qu'il puisse pousser. C'est juste ça, une précision que je voulais donner. Bon, merci beaucoup. Oui. Merci pour votre intervention. Est-ce que Yves Auger, tu as une question ou un commentaire? Oui, j'ai une question. Désolé. Tu sais, dans l'optique du projet global, c'est d'avoir des variétés qui ont un cycle court pour avoir un meilleur potentiel au Québec. Puis vous êtes parti de semences pour créer des clones pour les tester, puis là, vous faites une sélection des variétés. Est-ce que par la suite, ça va être possible de repartir de ces variétés-là avec des semences pour aller plus avec des transplants ou l'option de bouture va toujours rester l'option à privilégier ou à promouvoir pour la patate douce, même dans les variétés que vous testez? Moi, je crois que c'est l'option de bouture, c'est pas mal la seule qui existe dans la patate sucrée. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a retrouvé la bonne variété, on va aller la faire nettoyer. Puis, je crois que si on tombe avec des volumes très élevés de bouture, on n'aura pas le choix de faire affaire avec les États-Unis pour faire la reproduction de ces boutures. OK, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a épuisé les questions dans le clavardage et puis avec... il y a une main de Yves qui vient de se relever. Ouais, j'ai encore une autre Vas-y. question. Ben, tu sais, dans l'évaluation des rendements, tu sais, on veut des patates assez grosses, tout ça, mais le marché en tant que tel, tu sais, si je compare à la patate normale, où est-ce qu'on voit des variétés de transfo pour faire de la frite qui sont, on veut de la grosse patate de qualité, puis dans d'autres marchés, ben, on veut de la patate grelot pour faire de la patate de table plus intéressante pour cuire au four ou pour faire. Tu sais, dans la patate douce, ça se dessine comment, tu sais, puis comment vous prenez ça en compte pour développer des variétés, tu sais, si des variétés développent plein de petites patates intéressantes pour faire des petits sacs cute à vendre au Costco par rapport à faire des grosses patates pour faire de la frite? Est-ce que c'est quelque chose d'évalué aussi dans les tests? Oui, exactement. Ça fait partie de pourquoi que dans le classement, que les 2 pouces 2,15 et 2 pouces et demi, c'est que moi-même, Nordanie, quand on dit qu'on fait partie d'un des plus gros importateurs de patates sucrées au Canada, c'est qu'on importe un très, très, très gros volume de pommes de terre pour la transformation. Et c'est toute la 2 pouces et demi et plus.
Donc, c'est la raison du pourquoi qu'on se fie un peu en faisant nos tests, parce que juste dans la consommation dans les épiceries, il n'y a quand même pas tant de volume que ça au Québec ou au Canada. Parce que je n'en vends aussi directement à Sobeys, Loblaw et des grossistes en ville. Mais le gros volume est vraiment la transformation, là. Puis de loin, là, je te dirais, pour vendre à des épiceries, 2 ventes par semaine, mais à transformation, on joue entre 30 à 40 transports de 42 000 livres par semaine. OK, je comprends. Merci. Bon, ben merci. C'est le temps des remerciements. Merci beaucoup, Samira, pour la présentation, Ricky et Carlos pour les réponses. En fait, je voulais vous mentionner, ce projet-là a été possible grâce à notre programme PADAR au MAPAC. Donc, si vous avez des idées de projets, je vous invite à communiquer avec vos conseillers régionaux du MAPAC là, pour parler de vos idées de projet, puis qu'on puisse peut-être travailler ensemble là, au développement de vos idées. Donc, dans le fond, je vous ai remis le lien là, vers le sondage d'appréciation. Donc, si je vous montre de quoi ça a l'air, là, c'est quelques questions là, qu'on a à vous poser. Donc, merci de prendre quelques minutes pour répondre à ça. Puis, un autre lien que j'ai fait dans la présentation, c'est aussi en lien avec nos autres journées, nos autres webinaires horticoles. Donc, si vous souhaitez déjà demain à 11 h, il y a mes collègues Isabelle Couture, Jean-Philippe Légaré qui vont pouvoir vous parler du mildiou dans les cucurbitacées et épaisseur de la courge. Et puis, les producteurs qui produisent entre autres la pomme de terre, on aura la présentation le 16 mars des bilans des vitrines de régie à moindre risque là, dans la pomme de terre, des essais qui sont faits là, déjà depuis 2 ans. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà inscrit, à vous inscrire à nos autres webinaires. Puis, dans le fond, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde et puis au plaisir de vous voir à un prochain webinaire. Merci. Merci. Merci beaucoup.